Comment la technologie permet-elle d'améliorer notre sécurité et plus particulièrement la sécurité des entreprises? Je vous rappelle donc que pour en parler, nous sommes avec Jean-Philippe Bichard, donc rédacteur en chef de CyberRisk News, mais également Bernard Barbier, responsable cybersécurité du groupe Capgemini, et Charles Domal, donc chef de projet Necmergiture chez Paris & Co. Alors messieurs, en préparant cette émission, je me suis rendu compte d'un chiffre, un chiffre avancé par Europe 1. Aujourd'hui, en 2015 même, 8 entreprises sur 10 acceptent de déclarer qu'elles ont été visées par une cyberattaque. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque? Moi personnellement, j'imaginais pas que c'était autant. Alors, je dirais que non, ça ne me choque pas du tout. Je dirais même peut-être 10 sur 10. 10 sur 10 auraient été visées par des attaques. Oui, je pense que toutes les entreprises sont sont visées par des attaques. C'est devenu un jeu je dirais, commun. Après, c'est la capacité de résistance des entreprises qui est important. Ce qui est important aussi, c'est de savoir que ces attaques, les entreprises, certaines ne les détectent pas. C'est-à-dire qu'elles réussissent. L'entreprise comprend qu'elle est attaquée, mais elle ne comprend pas que l'attaque a réussi. Et donc, un malware s'est mis à l'intérieur, donc on appelle un APT. Et que souvent, ça peut durer 6 mois, 1 an, avant que l'entreprise se rende compte vraiment qu'elle s'est fait piller toutes ses données, quoi. Et alors du coup, oui, c'est-à-dire pendant que c'est 6 mois, 1 an s'écoule, le pirate récupère des informations de l'entreprise et l'entreprise découvre trop tard en fait qu'elle vient de se faire dépouiller en fait en quelque sorte. Elle a été pillée. Donc en France, on a des exemples qui ont été rendus publics très fameux, qui datent de quelques années, mais c'est commun partout. Je veux dire, ça a commencé beaucoup par les grandes entreprises américaines de la défense, qui ont subi ces cyber-attaques essentiellement en venant des Chinois. Mais alors, ça ressemble à quoi justement une cyber-attaque dirigée vers une entreprise, Jean-Philippe? Il y a plusieurs possibilités. Donc, on a connu l'époque des premiers virus, donc le virus qui arrivait et qui essayait simplement de perturber le fonctionnement des machines, des serveurs. Après, on a connu beaucoup plus les vers qui avaient tendance un peu à s'effiltrer, à rester, à être en veille en quelque sorte. Puis bon, je ne vais pas faire tout l'historique parce que c'est très long, puis ça a commencé dans les années 2000, donc vous voyez, on a un peu de temps. Je vais juste vous donner un chiffre entre nous deux parce que j'aime beaucoup les chiffres, je trouve que ça situe. En 2005, on avait 22 000 malwares, donc des codes malveillants. Aujourd'hui, en 2015, on sera à 430 millions, d'après le dernier rapport de Symantec, donc c'est considérable. Pour nos auditeurs, en fait, un malware, c'est un code malveillant, en fait. C'est donc un fameux code, on appelait ça virus autrefois, mais ils ont tellement évolué, il y a tellement de familles, que maintenant on les rassemble sous le nom générique de malware, mais ça peut être aussi un ransomware, je suis désolé d'être mal poli comme ça, mais le ransomware, donc c'est une demande de rançon logiciel qui se fait avec des demandes de chantage si on ne paye pas. C'est-à-dire que du point de vue de l'entreprise, en fait, on se retrouve infecté avec un code et on peut se voir ou piller ses données, ou demander une rançon, ou voir son dispositif immobilisé. Et l'essentiel, c'est de ne pas payer surtout. Alors là, je me tourne vers le spécialiste. Justement, comment fait-on pour ne pas payer? Alors, d'abord, je vais revenir à votre question de tout à l'heure. Les 8 entreprises sur 10 qui reconnaissent s'être fait attaquer. Ce qui m'inquiète beaucoup, moi, c'est les 2 sur 10. Ça veut dire qu'il y a 20% des entreprises qui n'ont même pas repéré qu'il y a quelqu'un qui a fracassé leur porte. Parce qu'en fait, il est entendu que leur porte a été fracassée à un moment ou un autre. Oui, ou que quelqu'un a essayé de fracasser la porte. Ils s'en sont même pas rendus compte. Alors ça se trouve, ils ont une jolie porte blindée et c'était suffisamment bien blindé, mais ils s'en sont même pas rendus compte que quelqu'un était arrivé avec un pied de biche pour essayer de rentrer dans la porte. Donc ça, c'est beaucoup plus inquiétant, c'est les 20%. Après, sur les 80%, c'est est-ce qu'elles ont repéré toutes les attaques? Parce qu'elles ont repéré des attaques, mais ça se trouve, il y a plein d'attaques qu'elles n'ont pas vu passer. Donc sur la partie ransomware, ce qui est vraiment inquiétant, c'est pour les PME et les collectivités locales. Les grandes entreprises ont pas mal de services de sécurité de systèmes d'information, on pourra en reparler tout à l'heure. Mais ce qui est vraiment embêtant, c'est pour les PME et les collectivités locales qui sont complètement nues. Qui n'ont surtout pas forcément les moyens de se défendre et d'anticiper une attaque comme celle-là. Les moyens. Donc, la première chose à faire, c'est un petit peu fastidieux, c'est d'aller sur le site web de l'ANSSI et de regarder les quelques règles d'hygiène informatique. C'est déjà pas mal. Okay. La deuxième chose, c'est de backuper son PC sur un disque externe et toutes les semaines ou tous les jours. Et si on se fait attaquer, on ne paye pas et on rejoue les données. Donc là, en fait, on est dans la configuration où on a un ordinateur immobilisé et donc on le jette à la poubelle en quelque sorte et en fait, on récupère une ancienne version de l'ordinateur qu'on aurait sauvegardée. Oui, ou on reflash tout. Voilà. Ça peut être une solution simple. Oui, je pense que la meilleure solution, effectivement, c'est la sauvegarde. Donc il faut sauvegarder les données en permanence. Alors les grandes entreprises le font. Il y a des systèmes, ce qu'on appelle le business continuité, qui est très important. Alors ça peut être lié à effectivement une attaque informatique, mais par exemple nous, le Capgemini récemment, c'était des inondations en Inde.
Donc le business continuité. Le risque est le même, effectivement. Le risque est le même. Hein, une inondation en Inde ou à Paris fait que votre salle informatique est noyée et tout votre système s'arrête. Donc il faut avoir des systèmes de secours. Donc les grandes entreprises mettent en place ces plans de business continuité. Alors, le vrai problème, effectivement, c'est pour les hôpitaux, par exemple, qui ont des ressources informatiques très faibles, donc qui n'ont pas mis en place cette sauvegarde, les PME et les particuliers. C'est ça, parce que si on dit que 100% des entreprises ont été attaquées, on peut parler des hôpitaux où c'est très critique, mais également des banques ou d'autres entreprises où il y a également une nécessité de confidentialité. Donc ces entreprises sont victimes également d'attaques. J'attire juste votre attention sur la notion de sauvegarde, je suis tout à fait d'accord avec Bernard, mais il faut juste préciser que certaines sauvegardes sont faites avec déjà des codes malveillants qui sont sauvegardés eux-mêmes. Donc il est important de faire des sauvegardes propres, filtrées. Et comment on le sait ça du coup? Il y a des systèmes qui permettent de filtrer ce genre de choses de manière à éviter qu'on sauvegarde le code malveillant. Parce qu'il y a des codes qui dorment pendant plusieurs mois, voire des années. Alors, donc, nous, on a les chiffres là qui sont un petit peu alarmants. Vous êtes expert en sécurité, donc vous savez que 10 entreprises sur 10 ont été attaquées. Est-ce que les entreprises elles-mêmes sont conscientes du risque aujourd'hui, du cyber-risque et de la cybercriminalité? Je crois que pour moi, vu par moi, puisque moi je travaille au sein d'un très grand groupe, mais je vois aussi ce que nous demandent les clients, la situation est en train de changer fondamentalement depuis 1 an ou 2. Parce que, lié à l'actualité, parce que les entreprises subissent ces attaques, elles ont compris. Et puis aussi le risque potentiel. Des PDG de grands groupes ont été virés à cause de ça. Je dirais les agences de notation américaines ont mis la cyber-résilience de l'entreprise comme un élément de valorisation de l'entreprise. Donc les choses sont en train de bouger. Et puis les normes et les règlements. Le règlement sur les données personnelles est extrêmement contraignant. Une chose importante aussi à préciser, peut-être la réunion de Davos, le fameux sommet économique, on s'aperçoit que la résilience et donc la cybersécurité, c'était classé en risque numéro 3. Après, d'autres risques comme les conflits et des problèmes d'épidémie et des choses comme ça. Donc c'est très important de voir à quel niveau maintenant le risque informatique est évalué par des gens qui ne sont pas des spécialistes, mais qui sont des gens qui ont d'énormes responsabilités au niveau mondial. Donc si je comprends bien, il y a un risque énorme et le risque, la sécurité finalement finit par rentrer au capital de l'entreprise. Il y a une menace qui est énorme. Il faut bien différencier menace et risque. Donc il y a une menace qui est énorme, un risque potentiel. Et le risque, c'est ce que vit l'entreprise, c'est le risque. C'est ça. Et la capacité donc, de l'entreprise à pouvoir se sécuriser rentre pas forcément au capital de l'entreprise, mais fait partie en fait c'est partie intégrante de l'entreprise. Ça intéresse beaucoup les actionnaires en fait, faut le dire. Mais je pense que moi j'ai écrit un article dans le cadre de mon entreprise que j'appelle Bon risque appétit, c'est-à-dire que pour faire comprendre aux dirigeants des entreprises qu'il faut que maintenant ils apprennent donc appétit, parce que ça veut dire qu'il faut qu'ils aient de l'appétit pour le risque, mais cette gestion du risque numérique elle devient fondamentale dans la gouvernance d'une entreprise. Et il faut que les dirigeants de l'entreprise, pas uniquement l'informatique, mais les dirigeants de l'entreprise comprennent bien ce risque cyber, qui est un risque maintenant prégnant partout, et qui va être notre vie du futur, monde, en fait, effectivement. Et qui touche tout le monde. Voilà. Alors je vais un tout petit peu pondérer, puisque c'est un débat. Il y a une question à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est dans le CAC 40 et dans le SBF 120, combien y a-t-il de DSI qui sont au COMEX de ces entreprises? Je pense que c'est pas du tout la majorité. DSI et RSSI d'ailleurs. Alors RSSI dans un COMEX non, mais un DSI oui, ou un Chief Data Risk Officer. Manager, donc celui qui s'occupe des données. Avec la digitalisation des entreprises, il serait temps que DSI ou Chief Data Officer soit au COMEX. C'est-à-dire pour pouvoir alerter en fait sur les bonnes pratiques à avoir vis-à-vis de la gestion des données et sur les risques potentiels. Tous les sujets, il est là. À la fois pour alerter, mais aussi pour créer de la valeur. Quand on parle de digitalisation d'une entreprise, le DSI ou le CDO sont les premiers concernés, avec le directeur marketing, avec le directeur commercial. Donc là, le point important pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, donnez-vous 6 à 18 mois pour faire monter votre DSI ou votre CDO au COMEX, si ce n'est pas déjà le cas. Deuxième chose, combien y a-t-il d'ingénieurs dans votre COMEX ? Pas pour dire que les autres ne sont pas compétents, mais c'est bien de mélanger un peu tout. Donc d'amener en fait des compétences qui sont capables de comprendre ces enjeux-là. Alors il peut y avoir des gens qui se sont faits sur le terrain, et bien, tant mieux, faites-les monter. Et ça c'est important, hommes ou femmes, peu importe les origines, mais il faut faire monter ces gens-là pour faire prendre conscience aux différents COMEX de l'importance de ces choses-là. Ça permettra aux chefs d'entreprise de mieux répondre à leur board.
J'ajouterais juste une chose à ce sujet. Là, la notion d'intervention humaine est très très importante, mais il y a également la notion d'identification des données, peut-être qu'on y viendra. Il y a des données stratégiques, il y a des données qui le sont moins. Il y a des données personnelles, il y a des données clients, et puis il y a des données qui sont d'un usage un peu plus ouvert en fait, hein, comme pour les informations quand on les classait autrefois, et encore maintenant je présume. Donc il faut faire la même chose avec les données que ce qu'on faisait avec les informations qui étaient sensibles, qui étaient confidentielles, qui étaient secrètes et Or ça, il n'y a pas d'outil qui existe réellement pour pouvoir identifier les données et les classifier d'une manière très très rigoureuse. Il y a une nouvelle génération de DLP, c'est le monde Atala, je pense. Mais ce n'est pas encore complètement évident. On peut les protéger, mais on n'est pas encore... je pense que ce qui est... Identifier les données et pouvoir les Ce qui classifier. est fondamental, c'est ce que j'appelle identifier les bijoux de famille. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a 100% de ses données ne sont pas à protéger. Il y a 5% des données à protéger qui sont les bijoux de famille, qui sont critiques, des données financières, des propriétés intellectuelles, des données de savoir-faire. Ces données-là, il faut les identifier. C'est compliqué souvent. Quand vous allez voir un chef d'entité, il vous dit oui, quelles sont mes données critiques. Et après, il faut mettre toute l'énergie. C'est-à-dire que les 95% de données à ne pas protéger, vous les mettez dans du cloud pas cher. Les 5% de vos données à protéger, là, il faut mettre toute votre énergie. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans un coffre-fort? Et en fait, c'est toute la problématique. Et il faut avoir les outils donc, de détection. Est-ce que ces données fuient? Parce qu'il y a souvent, la menace, elle est quand même beaucoup interne. De plus en plus, vous avez des employés qui sont pas obligatoirement qui ont besoin d'argent et qui vendent ces données, mais donc du coup vendent ces données. Snowden est un très parfait exemple d'ailleurs. Mais donc du coup là en fait on n'est pas victime d'une cyberattaque mais d'une fuite entre guillemets. Mais il y a aussi le process de BIOD qu'on connaît tous ici et qui est donc d'apporter ces outils personnels pour partager un certain nombre d'applications directement sur son lieu de travail. Or là il y a une mixité un peu dangereuse qui se fait entre vie professionnelle et vie privée. Donc, et ce qui fait qu'on peut récupérer les données de l'entreprise en fait en passant par la vie personnelle de l'employé. Et puis il y a peut-être des outils qui sont utilisés. J'en parlais récemment pour une interview avec un RSSI d'une très très grande entreprise que je ne citerai pas. Il a eu un mal fou à faire interdire, par exemple, Dropbox, par exemple, une application qu'on connaît qui permet de faire fuiter aussi d'une certaine manière, mais aussi d'envoyer des gros volumes très rapidement. Mais alors justement, oui, pardon. Oui, sur la gouvernance, je vais revenir. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est que... Alors effectivement, moi j'ai été DSI. Le DSI est très rarement dans le COMEX. Moi j'ai eu la chance d'y être, mais bon, j'étais dans un organisme qui s'appelait le Commissaire à l'énergie atomique. Le problème du RSSI, c'est que le RSSI, c'était souvent le dernier de la classe. Moi, je me souviens très bien. Quand il y a eu des problèmes informatiques dans les années 90, le RSSI, c'était le mauvais informaticien. Le bon, on le mettait dans les réseaux, dans les architectures des systèmes. Le mauvais, on le mettait dans l'informatique, dans la sécurité de l'informatique. Donc les RSSI étaient souvent cachés. Et puis, fait, à mon avis, extrêmement préjudiciable, c'est qu'ils étaient dans l'informatique. Et contrôleur contrôlé, ça ne marche pas. Il faut que le contrôleur et le contrôlé soient des gouvernances différentes, effectivement. Ouais. Par exemple, moi, au sein de Capgemini, je dépends du board de Capgemini. Je ne suis pas du tout dans l'informatique. Donc, il faut que le RSSI, moi, je ne l'appelle plus le RSSI, je l'appelle le cyber responsable. Et il faut qu'il sorte de la DSI et qu'il soit dans le board de l'entreprise et qu'il discute avec les métiers. Ça, c'est fondamental. Alors, on faisait la distinction tout à l'heure entre risque et menace. Cette menace, en fait, parce que on a très bien compris les conséquences qu'elle pouvait avoir sur l'entreprise, mais elle vient d'où? C'est qui, en fait, cette menace? Il y a 3-4 catégories de menaces. Il y a les menaces étatiques. Et un certain nombre de pays ont désormais des cyberarmées pour attaquer ou pour défendre. Il y a, entre guillemets, le hacker du dimanche ou le jeune hacker qui peut déjà faire un certain nombre d'intrusions. Et quelles seraient ses motivations alors il peut avoir des motivations... Alors, on va revenir justement à la théorie du MICE. Quelles sont les motivations des personnes pour devenir traîtres, pour faire des attaques? Ça, c'est vieux comme le monde. Donc, M for money, je veux de l'argent. Donc ça, c'est typiquement les cybermafias. I pour ideology, donc les cyberactivistes. C pour coercion, ou la contrainte. Je vous enlève votre fille. Donc là, on pourrait imaginer différents types de menaces qui pourraient être sur un responsable informatique d'une entreprise. Et dans le E, c'est l'ego. Donc simplement, en fait, parce que... J'ai pas eu le poste que je voulais, ou pour se prouver à soi-même que je peux être meilleur que les autres. Il y a également le cyberespionnage. Oui, et donc ça, c'est... donc ça, à ce moment-là, ça, c'est la partie étatique de cyberespionnage. Je parlais des jeunes hackers du dimanche. Il y a les cybermafias et, enfin, tout ce qui est activiste. On estime qu'il y a à peu près 1 million de hackers qui vivent de ce métier, de ce métier entre parenthèses. Donc c'est devenu une vraie activité. C'est une activité professionnelle, en tout cas alimentaire. Donc il y a les hackers individuels qui sont de plus en plus... qui vivent de ça.
Il y a les hackers formés en équipe, donc autour de la mafia. Donc il y a des mafieux russes et autres qui recrutent des mercenaires pour faire du hacking de banque, par exemple. Il y a des anonymes, les groupes d'anonymes, hein, donc qui sont des hackers plutôt qui veulent dénoncer des comportements d'entreprise. Et puis il y a les hackers d'État, qui sont de plus en plus importants. Hein. Par exemple, on estime qu'il y a 100 000 militaires chinois qui font du hacking professionnellement. Donc c'est une cyber-armée qui est énorme en Et qui Chine. viendrait viser en fait des entreprises... Et qui a fait de l'espionnage pendant les années 2000, de 2005 à 2015 de l'espionnage, et maintenant qui prépare la cyber-guerre future. Alors quand on dit hacker, il faut faire attention, on a toujours distingué les white hackers, les black hackers, donc les white étant les gentils. plus favorables. Finalement, non, mais parce qu'il y a énormément de hackers qui ont été aussi, j'allais dire, retournés, entre guillemets, et qui sont devenus des grands spécialistes, parce que le gros problème, il est là aussi. C'est des experts en technologie, et il faut reconnaître qu'ils ont une très très bonne expertise pour certains. Donc il faut aussi, en face, être capable de mettre, je veux dire, des cerveaux équivalents, quoi, en quelque sorte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voulais juste vous préciser, pour répondre complètement à votre question, c'est qu'il y a des notion aussi de business derrière. Par exemple, CryptoLocker, le fameux CryptoLocker, le fameux ransomware, donc lui est déjà à pratiquement 100 millions de dollars sur 100 jours. Quoi. On voit un peu ce que peut permettre une opération de ransomware qui est bien menée avec des botnets, avec énormément Donc, en fait, de serveurs. Comme on pense un produit, on pense là en fait un retour sur investissement. Le retour sur investissement qui un business model. Il y a un exemple qui est absolument magnifique, c'est il y a à peu près 2 mois. Il y a au Japon, donc il y a je pense que la mafia avec des hackers, hein, ils ont volé 1 milliard de yens, donc ça fait à peu près 10 millions d'euros, je crois. Donc dans 2000 ATM, hein, donc distributeurs de billets de banque, ont été hackés pendant 1 heure de temps. Donc il y a des milliers de personnes complices qui sont allés chercher de l'argent dans ces distributeurs d'argent et qui ont volé à peu près 10 millions de dollars. Alors je dirais que c'est un exemple qui est extrêmement intéressant parce qu'il y a la beauté du geste et vous voyez où on en est. Et on se rend compte surtout en fait en 1 heure de temps, effectivement, dans des temps très courts, la capacité de la technologie à... c'est plus la peine d'attaquer un camion avec des billets de banque à l'intérieur, c'est trop dangereux. Alors le casse du siècle a eu lieu il y a quelques mois sur la réserve fédérale. Et la réserve fédérale américaine héberge un certain nombre de comptes d'autres réserves nationales. Et le Bangladesh a perdu 80 millions de dollars. Mais alors, c'est justement une question qu'il faut se poser, c'est que dans ces systèmes informatiques, on est souvent dépendant d'autres prestataires, entre guillemets, ou de partenaires à qui on confie un certain nombre de données, ou un certain nombre de données, ou sensibles ou non. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que même si nous, on gère notre sécurité, le partenaire ou le prestataire la gère aussi ? Alors, plusieurs choses. D'abord, le règlement européen va permettre de renforcer l'aspect juridique. La chaîne de confiance. Il y a une autre chose, c'est la partie cyberassurance. Quand vous faites des travaux chez vous, assez souvent, vous demandez à votre entrepreneur son assurance décennale. Aujourd'hui, il y a encore trop peu d'entreprises qui demandent à leurs fournisseurs d'équipements, leurs fournisseurs de cloud, différents fournisseurs, leur assurance cyber. Je pense que la prochaine voiture que je vais acheter, je vais demander au constructeur automobile quelle est son assurance cyber. Je pense que la prochaine chaudière que je vais acheter, je vais faire la même chose. Je pense que la prochaine ampoule... effectivement, je ne sais pas si mon voisin, pour l'achat de sa montre, a demandé l'assurance cyber du constructeur de la montre. Voilà. Et est-ce que je vais vous demander votre assurance cyber pour votre chaîne de diffusion de l'information ? Donc ça, c'est un sujet qui est en train de monter. Ouais. Donc voilà, je pense qu'en passant par là, on va tous monter en prise de conscience et en sécurité. Et alors, très rapidement, parce qu'on va ensuite retrouver donc, Yassir qui va nous rejoindre, les bonnes pratiques des entreprises pour aujourd'hui s'assurer, quand on n'a pas forcément les moyens de dépenser des millions dans une sécurisation de ces données, les 2-3 bonnes pratiques. Alors, la première chose qui me semble importante, c'est évidemment, je reviens à mon idée de classification des informations. Qu'est-ce qu'on met dans le coffre-fort ? Qu'est-ce qu'on peut confier dans le cloud, par exemple ? J'en profite pour vous donner encore un chiffre, vous savez que j'adore les chiffres. En mode SaaS, il y a quand même 32% des utilisateurs d'applications SaaS qui ont perdu des données. Donc, je ne serai pas personne, mais on connaît tous les grands opérateurs qui hébergent en mode cloud. Donc on en revient en fait à l'idée de l'assurance, effectivement. C'est ça. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des frais de notification, c'est-à-dire que s'il y a des données personnelles qui ont été divulguées, l'entreprise qui est responsable de ces données, client ou de son personnel, doit, à l'obligation maintenant, enfin avec le RGPD, donc le règlement européen, de prévenir. Et donc pour prévenir, c'est ce qu'on appelle les frais de notification. Et les cyberassureurs, vous avez tout à fait raison de le souligner, permettent de rembourser normalement ces frais de notification. Donc, je pense que les bonnes pratiques, c'est d'abord l'être humain. Parce que 80% des attaques, c'est d'abord lié à des mauvaises pratiques internes.
Donc nous, par exemple, on a écrit un code de la route, hein, donc des règles de conduite internes, donc des choses donc par exemple, qu'est-ce qui est absolument interdit? Donc d'utiliser Dropbox ou des choses comme ça. Et donc ces règles de conduite, il faut les faire comprendre aux personnes. Donc moi, je passe beaucoup de temps à faire. Donc on fait de l'e-learning, on fait de ce qu'on appelle de l'awareness. Hein, donc voilà. Je pense que le CIGREF a fait des petits films de l'ARC Academy qui sont très très intéressants, qui montrent ce qu'il faut surtout pas faire. Mais cette énergie, je pense que le RSSI doit passer énormément de temps en interne à faire de la pédagogie. À faire de la pédagogie. Voilà, nous, on est une entreprise où, par exemple, tous les mois, on embauche 3000 Indiens et on met dehors 3000 Indiens. Quoi. Il y a in et out, c'est 3000. Bah, ces 3000 personnes, il faut les former. C'est des jeunes étudiants qui sortent de l'université qui n'ont aucune hygiène informatique. Ils font ce qu'ils veulent. Quand ils arrivent dans l'entreprise, vous avez une hygiène à respecter. Et donc il faut les sensibiliser, effectivement. Alors voilà, ça, je pense que c'est un gros travail hein, d'hygiène, responsabilisation des gens. Puis après, il y a toute la technologie. Après, c'est ça, il y a des outils d'authentification, de chiffrement, DLP. Alors les deux choses fondamentales, c'est l'authentification forte, donc ce qu'on appelle l'identity and access management. C'est identifier les gens et gérer leur droit d'accéder à des données, ça c'est fondamental. Donc il y a des outils, on est en train de le faire nous. Et puis de l'autre côté, c'est la surveillance du système, le monitoring du système, ce qu'on appelle les SOC, Security Operations Center. C'est vous monitorez tout votre système d'information 24 heures sur 24 par des outils extrêmement performants de Big Data Analysis qui vous permettent de détecter tout événement anormal. Donc ça permet quoi? D'anticiper. Par exemple, TV5 qui a été attaqué, les attaquants, quand on a regardé le système, ils ont réussi à pénétrer 6 mois avant. Le problème, c'est que pendant 6 mois, personne ne les a détectés. Ils ont été détectés parce qu'ils ont cassé. Donc un SIEM, un SOC, ça va vous permettre de détecter que quelqu'un est rentré chez vous. Et là, de le bloquer, voilà, de faire ce qu'il faut pour l'empêcher de continuer à pénétrer. Il y a autre chose aussi que j'aurais juste rajouté, parce qu'on est dans l'actualité, l'affaire du Panama Papers, vous vous souvenez, 11 millions de données quand même qui ont été dérobées, 11 millions de données qui ont été dérobées à un cabinet d'avocats qui avait des clients hypersensibles, on l'a vu par la suite. Le Panama Papers n'avait pas fait des mises à jour patch sur ses serveurs et avait des vieilles versions d'un certain nombre de logiciels. Donc là, il y avait eu vraiment donc, se tenir malveillance en interne, si j'ose dire. Voilà. Charles, les bonnes pratiques Je rejoins Bernard sur la partie humaine et je mettrai l'accent sur le management. C'est aussi aux dirigeants et au management de respecter ce que dit le RSSI. À savoir que si le RSSI dit il n'y a pas de bring your own device, il n'y a pas de bring your own device. Si le RSSI dit ce téléphone, il ne rentre pas dans l'entreprise parce que j'estime qu'il n'est pas suffisamment sécurisé pour votre activité à vous, monsieur le PDG, il ne rentre pas dans l'entreprise. Et ce n'est pas parce qu'on a le droit de vie ou de mort sur le RSSI qu'on ne doit pas respecter ce qu'il dit. Quand un président rentre à la Maison-Blanche, il exécute les ordres de la sécurité américaine pour son usage propre. Peut-être que la nouvelle aura des choses à apprendre. Pourquoi vous prenez l'exemple de la Maison-Blanche? C'est pas le cas en France? Je donne l'exemple d'un pays étranger. Et donc, l'enjeu, c'est ça. Si on vous dit c'est tel PC, c'est tel PC. Il ne faut pas exiger d'avoir le PC de la marque d'à côté parce qu'il est plus trendy. Non. Donc écoutez l'expertise sécurité voilà, et soutenu par la direction générale. Et faire en sorte que ce soit la bonne parole. Autre chose, quand on fait une fusion-acquisition et qu'on est le DAF ou le DG, de dire aux banquiers d'affaires et aux avocats d'affaires, voilà comment on va protéger les informations. Donc il y a tout le NDA, consigne, machin de co, super. L'enjeu, c'est de dire l'information, elle est très sensible et voilà comment on va faire. Et s'il y en a un qui fait une fuite d'informations, on l'attaque en justice et ça va lui coûter tant. Et ça, c'est important, notamment dans ces phases tendues pour une entreprise. Ne pas oublier cette partie-là, parce que c'est comme ça qu'on peut perdre un deal. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat, du coup. Et je vous propose maintenant de passer au pitch de la semaine. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.